Voyage en récit, Alexandre Poussin. Geoffroy Scrive. Monsieur Poussin, nous sommes ici chez vous, pour une fois peut-être pour vous à l'état de sédentaire, si j'ose ainsi dire, et vous revenez d'un fabuleux voyage, il me semble de plus de 4 ans, autour de Madagascar, à pied, en charrette à zébus, on va préciser que ce ne sont pas forcément des bœufs mais des zébus, et en famille cette fois-ci. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes né, il me semble, en 1970. Oui. Vous avez parcouru le monde une première fois avec Sylvain Tesson à vélo, histoire que vous avez racontée dans On a roulé sur la Terre. Puis quelques années après, vous avez traversé l'Himalaya, entre 5 et 6 000 km à pied, au défi parfois des frontières comme des sommets. Avec Sylvain Tesson toujours, histoire que vous racontez donc dans La Marche dans le ciel. Et plus récemment, donc, vous avez marché, cette fois-ci avec votre épouse, Sonia Poussin, du cap de l'Afrique du Sud jusqu'au lac de Tibériade. Oui. Donc dans une aventure assez incroyable et magnifique, tant sur le plan géographique qu'humaine, dans le sens où vous avez été aux recherches un peu des origines de l'homme, et humaine également par les rencontres que, évidemment, ces 12 000 ou ces 14 000 kilomètres ont pu créer. Et maintenant, donc, vous arrivez de Madagascar. Première question, pourquoi ce voyage et pourquoi ce pays de Madagascar ? Alors Madagascar, parce que c'est francophone. Et on ne voulait pas que les enfants soient culturellement trop isolés. Et parce qu'aussi, il y a des liens qui nous unissent à ce pays, des liens historiques et des liens sentimentaux, passionnels. Voilà, je ne connaissais pas Madagascar, je n'y avais jamais mis les pieds. Et il y a plein de questions et plein d'enjeux que l'on voit à grande échelle autour du monde qui se jouent là-bas aussi. Démographie, changement climatique, déplétion des ressources naturelles, écologie, enfin les forêts en péril et surexploitation des ressources naturelles. Donc c'est un petit laboratoire assez pauvre de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc beaucoup d'enjeux intéressants à analyser, à étudier. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ce pays est si pauvre ? Pourquoi il s'enfonce sans cesse dans une misère plus noire alors qu'il a énormément de ressources, énormément d'atouts. Et quand on a quitté ce pays en 62, on a laissé aux élites locales qui avaient été très très bien formées un bijou, un joyau, ce que la France avait fait de meilleur. Donc c'est une énigme, il y a une énigme malgache, et parce que les malgaches sont ni paresseux ni idiots, ils sont au contraire très formés, très intelligents, très érudits, hein, je pense à l'élite, et pas du tout paresseux, ce sont des gens qui travaillent énormément, industrieux, qui se lèvent très tôt, et qui... alors pourquoi ça ne marche pas ? Toutes ces questions m'intéressaient, me passionnaient en tant que géographe, voyageur, saltimbanque, journaliste. Voilà, aller promener mon regard et le faire cette fois-ci en famille, autour de cette île. Voilà pourquoi Madagascar. Et donc vous êtes parti, vous avez construit vous-même votre charrette, je ne sais pas si on dit une charrette, une carriole Une ou charrette. une charrette. Combien de temps cette construction vous a-t-elle pris ? Alors la charrette, il y en a à Madagascar, on peut en acheter, hein, mais elles sont trop lourdes, elles étaient assez impropres pour ce qu'on voulait faire, multiterrain. Donc on a rencontré des gens qui nous ont déconseillé d'acheter la charrette des hauts plateaux, qui s'appelle la charrette Merne, Merne du nom de l'ethnie des Hautes-Terres. Donc on a fait une charrette métisse, et je l'ai fabriquée moi-même, plus légère, plus souple, avec des suspensions, avec une capote, en m'inspirant des 403 bâchés qui roulent toujours là-bas. J'ai refait exactement la même chose, une bâche de 403 avec des arceaux métalliques et des longerons en pin. Et donc cette charrette qui a aussi sur le toit des panneaux solaires est à la fois un outil du 19e siècle et du 21e siècle, puisqu'on recharge à bord les ordinateurs, les drones, les caméras, les appareils photo et tout ce qu'il nous faut pour faire nos films. Parce que c'était l'ambition première de réaliser une série documentaire autour de ce pays. Donc on a beaucoup travaillé, beaucoup filmé, beaucoup marché, beaucoup écrit, pris énormément de photos. On a eu 4 articles dans Paris Match, de 10 pages chacun. Donc c'est 40 pages d'un match pour un si petit pays qui est un peu en dehors des écrans radars. C'était tout l'honneur qu'on pouvait rendre à ce pays, à sa diversité, à sa beauté. Donc voilà, beaucoup de travail. Voilà pourquoi la charrette. La charrette, en fait, c'était un moyen de communication autant qu'un moyen de transport. S'inculturer, prendre la culture de l'autre, c'est essayer de
d'habiter sa manière de vivre, sa manière d'être. Donc, comme les paysans malgaches se déplacent en charrette et ont des charrettes, et en avoir une, ça crée des liens tout de suite. On n'est pas des vasas, les vasas c'est les étrangers, on n'est pas des vasas en voiture, on n'est pas des vasas pressés, on n'est pas des vasas riches. C'est toujours le problème de voyager dans ces pays-là, de dépasser le, le, le hiatus communicationnel, d'être pris pour un porte-monnaie à pattes, quoi. C'est toujours très douloureux pour les voyageurs d'avoir cette instrumentalisation du rapport à l'autre et d'être tout de suite racketté, taxé, et les gens ne voient en vous qu'un potentiel à exploiter de dollars ou d'euros. Donc ça c'est triste et la charrette a permis de tordre le cou à cette relation compliquée. C'est ce que vous racontez notamment dans Marche avant, lors d'Africa Trek, les gens vous remerciaient finalement de passer chez eux à pied avec des moyens similaires aux leurs en fait, et ça permettait une proximité immédiate. Ils se reconnaissent parce que en tant qu'Européens, on arrive et eux ont beaucoup d'idées préconçues, nous on en a aussi beaucoup sur eux, et du coup en fait vous d'une certaine façon vous annihilez une certaine forme de distance. Évidemment, les gens ne sont pas idiots. Quand ils vous voient arriver, ils savent déjà 30-40% de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Ouais. Si vous êtes arrivé en charrette jusque-là, c'est que vous avez fait les 100, 150, 200 km de pistes épouvantables qu'ils connaissent, ils sont les seuls à l'emprunter, par les mêmes moyens qu'eux. Donc vous avez endossé leurs souffrances, leurs conditions, la durée du temps, le temps long. Ils le savent, ils le voient tout de suite. Et après, ils se disent, mais pourquoi ils font ça? Ils voient qu'on est en famille. Alors ils se disent, tiens, il y a une femme, il y a des enfants, mais c'est incroyable. Ils sont comme nous, en fait. Et donc ça crée un rapport de proximité, de fraternité, propice à l'échange sur d'autres bases. Alors je reviens un moment sur les aventures que vous avez pu vivre avant. À vous lire, donc La Marche dans le ciel, On a roulé sur la terre, et puis à voir vos documentaires Africa Trek, et puis maintenant donc Madatrek. En fait, je reviens un peu à Sylvain Tesson. Quand je le lis, j'ai l'impression qu'il décrit, vous et lui, vous décrivez le même monde, puisque vous avez fréquenté les mêmes endroits au même moment parfois. Mais j'ai toujours l'impression que chez lui, c'est teinté de nostalgie, comme que voilà le monde tel que je l'ai vu, et voilà, j'espère qu'il va durer jusqu'à quand, je ne sais pas, mais comme si c'était une perte. Et vous, c'est toujours avec un bel élan d'enthousiasme. Et comme si voilà le monde dans lequel il est, et voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser, pour améliorer. D'ailleurs, tout le projet que vous avez pu proposer, notamment via Facebook, etc., pour sauver une forêt qui est envahie par les lianes, pour proposer un équipement médical dans pas mal de dispensaires. Comment vous expliquez ça? Ce sont deux visions différentes du même monde? Ce sont deux philosophies de vie, deux caractères? Ou est-ce que c'est au contraire le voyage qui de votre côté, qui vous entraîne toujours plus à avoir cette vision-là un peu positive et enthousiaste du monde? C'est compliqué, parce que l'enthousiasme peut paraître naïf et idéaliste, mais c'est l'espérance. Oui. L'espérance, c'est un moteur. Et il faut voir les choses positivement. Ça ne veut pas dire qu'on est idiot et qu'on ne voit pas que tout va à volo et que ça va mal, mais après, c'est une posture d'esprit. C'est vraiment un choix personnel de comment réagir à cet état de fait. Alors, est-ce qu'on est nostalgique, conservateur et se dire c'était mieux avant? Ou est-ce qu'on a cette posture de se dire bon, voilà l'état de fait, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce qu'on essaie d'avancer, d'agir, d'arranger, de faire évoluer les choses et mettre sa part d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme pour le changement ou pas? Donc, moi, je suis plutôt de ce bord-là. Vous ressemblez un petit peu du coup à Jean d'Ormesson. On l'accusait tout le temps d'être l'écrivain du bonheur. Alors il fustigeait, on me dit écrivain du bonheur, mais je me rends bien compte que le monde est dur. Mais voilà, il avait toujours cet élan, cet enthousiasme. Et du coup, vous continuez à agir toujours pour le bien, sans se morfondre finalement. C'est un peu cette philosophie de vie que vous adoptez en permanence? Oui, c'est pas facile tous les jours. Comme tout le monde, il y a des hauts, des bas, il y a des coups de grisou et des creux de vague. Mais on n'a pas le choix, la vie est tellement courte. Notre temps imparti pour essayer de participer aux grandes œuvres est tellement court. Donc il faut chacun mettre sa pierre à l'édifice et ça passe, c'est une action positive ça, qui n'est pas déconstructiviste, qui est constructive, voilà, qui n'est pas nihiliste, qui est porteuse d'espérance, voilà.
Et quand vous revenez ici, là vous avez fini ce voyage de 4 ans, alors c'était de façon discontinue, parce qu'il y a quelques épisodes où vous avez dû revenir en métropole, mais moi ce qui me frappe, alors j'arrive du bout de la France, j'arrive à Paris hier, j'ai mis tout de suite, mais on ressent tout de suite ce climat en tout cas à Paris, les gens sont énervés, ils sont fatigués, bon, hier il manquait quelques lumières dans une rue, les gens sortent tout de suite, c'est bizarre, il est 23h, il manque la lumière. On se dit, mais c'est normal, après tout, il est 23h. Vous leur adressez quelque chose, ils vous disent, mais ils vous ont l'impression que vous les agressez, mais pas du tout. Et vous qui revenez de ces pays dans lesquels vous avez beaucoup marché, les gens sont-ils plus accueillants là-bas ou est-ce que exactement ils sont du même tempérament que nos Parisiens ici, remontés comme des pendules? Alors, on est au cœur, là, en ce moment, depuis 3 mois qu'on est rentré, au cœur de cette problématique. Paris est une ville très, très difficile à vivre parce que les gens sont en compétition. Et tout est conflictuel et tout est saturé. Toutes les relations humaines sont saturées, donc les gens sont moins patients, ils ont moins de temps et moins généreux d'eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça, c'est arithmétique. C'est un bouillon de culture, c'est un bouillon d'énergie antagonique, contradictoire et qui du coup s'échauffe. Alors qu'aux endroits périphériques où il y a plus d'espace, il y a moins de densité énergétique. On peut avoir une approche parfaitement thermodynamique de la chose. C'est pas les Parisiens qui sont méchants, c'est n'importe quel être humain mis dans les mêmes conditions réagit de la même façon. D'ailleurs, il y a il y a pas que des Parisiens à Paris. Y a-t-il encore des Parisiens à Paris? Voilà. Donc c'est une ville très très difficile à vivre. Et l'autre jour, j'ai eu la prétention insigne d'emmener mon fils au cirque. C'était le cirque d'hiver à l'autre bout de Paris. Mais j'étais un pro chevalier avec une épée et je taillais dans la masse pour essayer de ménager mon chemin. Et c'était abominable. C'était atroce. J'ai risqué ma vie 10 fois et celle de mon fils. C'est de la folie. Vous étiez à pied, en voiture? Non, on était à 2 roues, à moto. Partir d'ici, y aller en train, c'est 2h30, 1h30, 2h30, oui. Donc c'était avec l'heure à laquelle on devait rentrer, puis il avait école le lendemain, c'était pas possible. Mais je ne referai plus jamais ça. Donc Paris, c'est compliqué, hein. Et puis c'est vrai que dans les relations même au travail, les gens sont débordés, pas disponibles, aux abonnés absents. Ils ne répondent pas. On envoie énormément de perches, de messages et on n'a même pas de réponse. Alors que en province, il se trouve que je viens d'assurer ma voiture en province. J'avais au bout du fil un être humain, responsable d'agence, qui m'appelait par mon nom. Et moi, je la connais. Et le contrat s'est fait en 10 minutes. Elle m'a 2 allers-retours. Elle n'avait pas que ça à faire. Elle s'est occupée d'autres clients cette journée-là. Mais il y avait une qualité humaine qu'on ne peut pas avoir à Paris. À Paris, on est un numéro. On prend un rendez-vous pendant 2 mois. Voilà, c'est un autre mode de vie. C'est très difficile. Alors, nous, on a cette chance de pouvoir habiter en périphérie, à la campagne, et de travailler depuis la maison. Donc, on est à Paris sans y être. Donc, on n'a que le bon côté, sans avoir le côté négatif. On essaye, voilà. Alors justement, ça me fait écho à ce que j'entendais hier. J'étais dans mon train pour venir, et j'avais l'impression que c'était des informations données en temps réel. Et je me suis dit, mais le temps réel, mais comme s'il existait un temps factice finalement. Enfin, il y a des temps qui sont factices, des temps qui sont réels. Enfin, je me suis dit, mais pourtant on vit tous le même temps, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce que c'est la question que vous vous posez en voyage? C'est-à-dire que ce temps qui m'est donné, comment je le mets à bon escient? Qu'est-ce que j'en fais finalement? Parce que ça nous est donné. Et parfois, j'ai l'impression qu'on le galvaude, on le discrédite, ou on le gâche finalement. Ça, c'est une très bonne question. Mais d'abord, je vais aller libérer mon chien qui pleure parce il veut vraiment aller se promener. Et je suis un piètre maître, trop occupé que je suis dans mes occupations sédentaires. C'est un chien qui est avec nous depuis Madagascar. Et il avait l'habitude de faire 15, 20, 30 km tous les jours. Et depuis qu'on est devenu sédentaire, il pleure. Voilà. Il veut vraiment aller faire sa promenade quotidienne. Alors, je vais aller le libérer, je reviens tout de suite. Alors, cette histoire du temps réel et du temps appliqué est au cœur de notre motivation. Moi, si je suis parti à Madagascar avec ma charrette, c'est une retraite. C'est une grande retraite de la folie du temps instantané pour se consacrer à ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire se consacrer aux enfants. C'était pour moi une façon de vivre 4 ans, 24 heures sur 24, avec mes enfants, à un âge où c'est déterminant, entre 6 et 11 ans. Déterminant dans leur éducation, leur regard sur le monde, leur culture structurelle, donc structurante. C'était pour nous très important de vivre ce moment-là à fond.
Trop de mes amis contemporains ne voient pas leurs enfants grandir, et une fois qu'ils sont ados et étrangers les uns des autres, je caricature, eh bien ils regrettent ce temps qu'ils n'ont pas passé avec eux. Donc moi j'ai cette liberté de pouvoir le faire parce que c'est le métier que j'ai choisi. Alors autant en profiter, en profiter. Donc voilà, il y a eu les voyages avec Sylvain qui étaient des voyages euh, formateurs, de jeunesse, d'ouverture au monde, des 400 coups. Après il y a eu le voyage de maturité en couple, grand voyage de noces avec Sonia, 14 000 kilomètres à pied, pour construire notre amour sur des bases qu'on espère éternelles et des fondations inoxydables. Et après, il y a les enfants, voyager en famille. À chaque fois, c'est plus lent, à chaque fois, c'est plus lourd, à chaque fois, c'est plus profond, mais à chaque fois, c'est plus proche de l'essence de la vie et de la transmission de la vie. Donc là, on est dans un temps qu'on a choisi, qui est complètement différent, qui est déconnecté. Il se trouve qu'on marchait à Madagascar, on a découvert ce film Captain Fantastic, qui raconte l'histoire d'un homme qui aussi veut élever ses enfants différemment et leur consacrer du temps plutôt que consacrer du temps à vendre des voitures, des cravates ou des actions. Et on s'est un peu reconnu dans l'histoire. La nôtre est beaucoup moins dramatique, mais c'est la volonté de vivre pleinement ce qui est essentiel dans la vie, la transmission et la découverte du monde, l'esprit de découverte, le transmettre à nos enfants. Parce qu'on sait qu'ils vont nous échapper, c'est le but des enfants. Et voilà, dans 3 à 4 ans, nos enfants seront adultes et voleront de leurs propres ailes vers d'autres horizons, en prenant à bras le corps leur propre vie. Donc voilà, Madatrek, et c'était ça aussi, c'était une volonté de se déconnecter de cette surinformation, de cette information par procuration qui est hyper anxiogène et stressogène. Nous, on vivait une vie très séquentielle, où le 3 venait après le 2 et après le 1, et on faisait les choses les unes après les autres, en y consacrant du temps et de la présence. On vivait vraiment l'instant présent en permanence. On était très très intensément connectés au présent et au réel. Et ici, c'est très compliqué pour moi de devoir me projeter dans 1, 2, 3 semaines à travers des rendez-vous et des conflits entre les rendez-vous. Donc si je vais là, je peux pas aller là. Donc voilà, c'est très difficile pour nous de se projeter dans cette course. Là, il y a des gens qui me contactent pour que je m'engage sur des événements en 2020, mais c'est insensé. Moi, je ne sais pas faire ça. Je sais tout juste ce que je vais faire dans 10 minutes et j'essaie de bien le faire. Donc c'est compliqué pour nous de gérer cette vie, ce retour à la vie parallèle, où on doit gérer les choses en parallèle. On gère 15 dossiers, tous en parallèle, et c'est ce retour à la complexité qui pour nous est difficile. Alors que notre démarche pendant 4 ans à Madagascar, c'était vraiment une démarche de simplicité, simplicité de vie et de sobriété, sobriété volontaire. Le concept, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai depuis toujours, je le vis et j'essaie de le mettre en pratique. Oui, c'est un mot que je voulais vous poser comme question, c'était la simplicité de la démarche, mais au vu de ce que vous avez dit, je comprends que en fait toutes ces aventures vécues, et notamment la dernière, là, ça répondait vraiment finalement à un désir profond, non seulement personnel pour vous, mais en couple déjà, et même en famille. Et est-ce que finalement, dans ce temps que nous dispensons dans des tâches diverses et variées, et parfois simultanées, qui encore se pose la question du désir profond et comment on y répond aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on cache derrière des obligations, qu'elles soient professionnelles ou mais qui sont voilà sociales, mais qui sont pas finalement les plus profondes, qui constituent pas l'être. Et finalement, à force de s'en séparer de ce désir profond, de ne plus le voir, en fait, on court derrière des actions pour justement s'en séparer. Et j'ai l'impression qu'on renverse un peu la bascule de temps en temps et finalement ça ne contribue pas à s'épanouir pleinement, enfin à y répondre. Et je pense que ça, les gens que vous croisez dans des endroits assez paumés, comme j'ai pu peut-être en voir aussi moi-même dans certaines randonnées, en fait, on maîtrise, enfin, ou ont plus de plaisir à vivre ce temps, plus de bonheur même, plus que du plaisir, c'est du bonheur en fait. Je pense que c'est une réponse à ce qui constitue l'être, non? Oui, après c'est une question de choix. Dans Marche avant, j'ai tout un chapitre sur le choix, parce que chaque être humain est motivé par fondamentalement une chose, c'est être heureux. Et être heureux, ça passe par la satisfaction des besoins naturels et de l'harmonie et de l'amour. Donc en dehors de ça, je ne crois pas qu'on puisse rajouter quoi que ce soit d'autre à la vie. Euh, Après, notre société est-elle impropre à fournir toutes ces choses-là? Non.
je ne la critique pas, mais après c'est une question de choix dans la vie. Je n'idéalise pas du tout non plus la société, entre guillemets, pauvre, qui n'a pas accès à toutes ces ressources, parce que les gens sont malheureux. Alors certes, ils ont que ça à faire de regarder le ciel et de contempler, parce qu'ils vivent aussi dans un éternel présent contemplatif, faute de mieux. Et donc ça crée d'immenses frustrations et un mal-être aussi. Donc je n'idéalise ni l'un ni l'autre. Après, chaque être humain a un bagage qui lui est donné, et un endroit, une famille, un conditionnement. Que va-t-il en faire? Après, c'est une question de choix. Et qui qu'on soit sur cette planète, on a des choix à faire. Alors la morale est là, la religion est là, notre religion chrétienne nous dit, nous dicte, nous enseigne, nous prescrit les bons choix et nous proscrit les mauvais choix pour ne pas nous rendre malheureux. C'est quand même une révélation du Fils de Dieu et c'est 2000 ans de pratique humaine. Oui. Donc vouloir le mépriser, le négliger, en faire fi et réinventer le fil à couper le beurre à chaque génération, je crois que c'est une immense perte énergétique. Donc déjà se documenter, s'intéresser à ce modus operandi, à ce mode d'emploi de l'existence pour être heureux, c'est extraordinaire. Alors marcher, avoir du temps, ça permet de réfléchir à tout ça et de revenir aux choses essentielles de la vie qui permettent d'être heureux. Moi, c'est mon ambition, c'est comme celle de tout le monde. Mais je pense ne pas m'être beaucoup fourvoyé dans l'existence. J'ai pas fait de mauvais choix. Et au premier nombre des choix, je ne me suis pas endetté. Je n'ai pas de dette. Donc je ne suis pas prisonnier, dit toujours plus. Je ne suis pas prisonnier de devoir rembourser des choses que je ne voulais pas avoir, mais qu'on m'a forcé ou contraint à avoir. Donc voilà, j'ai zéro dette, hormis celle de ma maison, évidemment, mais comme tout le monde, personne ne peut acheter une maison cash. Donc, mais ça, c'est le seul emprunt que j'ai, et donc je suis très libre. Justement, revenons sur le thème le sujet même de la foi. Vous êtes tel, lors de votre marche dans les difficultés, en couple, à bâtir ce couple justement, à appréhender aussi les relations que vous allez avoir avec les autres que vous allez rencontrer. Je crois que c'était dans La marche dans le ciel. Êtes-vous toujours adepte des Je vous salue Marie, remonte pente? Ah là là, bah oui, c'est un temps que... On a du temps, et on souffre. Autant le passer intelligemment, en connexion avec le monde. Voilà, c'est pas l'internet ou c'est pas le téléphone qui vous donne que des mauvaises nouvelles, c'est vous qui donnez des ondes positives au monde et qui tentez de vous connecter aux âmes que vous aimez, soit défuntes, soit vivantes. Et c'est le Wi-Fi c'est le Wi-Fi qu'on a déjà greffé au cortex. C'est la prière, c'est du Wi-Fi. Ce sont des ondes que l'on émet, en espérant qu'il y a un récepteur au bout du compte, au bout du fil, au bout des ondes. Et quand on pratique ce Wi-Fi-là, on se rend compte que ça a un impact sur le monde. On en rêve, on l'imagine, mais on a des choses troublantes au quotidien, des signes qui nous prouvent que ça n'a pas servi à rien. Donc voilà, le chapelet remonte-pente avait été une sorte d'invention pour tuer le temps et essayer de se rendre utile au monde. Et il se trouve que dans l'univers himalayen qu'on a arpenté à cette époque-là, les bouddhistes avaient un peu la même intuition avec leur moulin à prière. Ils ont des prières, ils les font tourner. Et les animer, les faire bouger, les animer, c'était leur donner une âme. Hein, c'est les racines étymologiques du verbe animer. Eh bien, les animer, c'est participer à la grande énergie positive du monde. Voilà. Donc finalement, ces choses-là, on les trouve dans toutes les cultures. Ça répond à un ressort besoin de tout homme de se connecter au grand mystère, au grand tout, à sa raison d'être, au sens de sa vie, à sa filiation, pourquoi il est là, y a-t-il une vie après la mort, mes ancêtres portent-ils toujours un regard sur moi? Voilà, c'est des questions eschatologiques, ontologiques que tout homme se pose. Même l'homme hyper matérialiste, déconnecté, qui se dit athée et cynique et nihiliste, évidemment, au fond de son cœur, il se pose ces questions-là. Il pense résoudre la question et l'équation, mais lui-même non plus n'est pas sûr. Ben non. Dans les impacts de la prière justement que vous évoquiez, j'imagine que parfois ça doit se concrétiser. Enfin, j'avais juste un exemple.
Notamment le père Pedro, peut-être. Quand vous l'avez rencontré, vous vous êtes dit, tiens, c'est l'aboutissement d'une étape, c'est un départ sur autre chose. Parce que j'ai l'impression que c'est une rencontre qui vous a marqué. Si vous pouviez déjà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, dire un peu qu'est-ce qu'il fait. Il dirige, je crois, une cité qui vient en aide aux personnes les plus défavorisées à Madagascar. De mon point de vue, le père Pedro est la plus grande figure de l'Église catholique aujourd'hui, vivante. Il est le Mère Teresa vivante, il est Sœur Emmanuel, il est le Père Sérac, il est... voilà, parce que les autres sont morts. Et j'en connais pas d'autres. Il y en a sûrement d'autres, mais aux Philippines, au Chili, en Argentine, au Mexique, il y en a sûrement. Et lui, il a donc un déficit de notoriété planétaire. C'est un homme extraordinaire qui, en 25 ans, a construit 100 écoles, 5000 maisons, 20 hôpitaux, et il fait vivre 100 000 personnes. Au total, il a sauvé la vie de 300 000 personnes. C'est hallucinant ce qu'il a fait à Madagascar. Il s'est installé sur une décharge, hein, comme tous ces grands religieux, et il s'est occupé des plus pauvres et des plus démunis, et de cette fange, de ces poubelles, de ces déchets de l'humanité. Il a réussi à faire une ville qui est le royaume de Dieu sur terre. C'est l'endroit le plus joyeux de Madagascar, le plus prospère, le plus fraternel, issu des bidonvilles. Donc rencontrer cet homme, ça ne se fait pas impunément. Donc moi, je connaissais son parcours et je m'étais dit que je n'étais pas digne de m'approcher de sa tunique. Et donc je m'étais fait ce pari un peu bête de me dire je n'oserais pas me présenter devant lui avant 3000 km à pied à Madagascar, et connaissant un peu le pays, parlant la langue, pour pouvoir avoir des choses à échanger. Tant ce monsieur est précieux, surtout pour les plus pauvres. Voilà. Donc j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et il se trouve que on a eu de grosses épreuves. Je me suis cassé la main. J'ai eu une maladie très grave qui s'appelle la rickettsiose, qui est transmise par une tique. Et donc notre voyage a été j'ai été évacué sanitaire. Notre voyage a marqué une pause. Et je me suis fait opérer à La Réunion, revenu à Tana, la capitale. Et au cours de ma convalescence, d'un mois à Tana, le temps que le petit os se solidifie, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Donc voilà, tout est grâce. Cette fracture m'a permis de rencontrer ce saint homme, et j'ai eu la chance on a eu la chance de devenir vraiment son ami. Enfin, il est ami de tous, évidemment, par définition, mais son temps n'est pas multipliable à l'infini. On a eu la chance d'avoir plusieurs tranches de vie avec lui, à son contact, et ça, c'est quelque chose de merveilleux qui portera du fruit tout au long de mon existence. Et puis depuis, on est toujours liés. On a réalisé une collecte pour lui. On a réuni 20 000 euros pour construire 5 maisons pour des réfugiés d'un cyclone qui avaient tout perdu. Des histoires très lourdes, des histoires incroyables. Donc cette femme qui a perdu son mari, qui a perdu sa maison et qui est là avec 7 enfants, finit par obtenir une maison, une de ces 4 maisons. Et 3 semaines plus tard, elle meurt de la peste, pardon. Donc c'est une histoire insensée. Les enfants, du coup, sont toujours dans la maison. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes filles qui élèvent ces enfants. Voilà, la vie des autres est tellement plus dure que la nôtre. Alors si on peut, par notre travail et notre compassion et notre empathie, alléger un peu leur peine et leur fardeau, c'est ce qui nous est demandé sur Terre. Et c'est ce que le Père Pedro fait à temps plein. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous pas de conjurer le sort, mais étant bénévole aussi, moi-même dans une association qui vient en aide aux minorités d'Irak, j'oublie jamais que nous sommes là que de passage finalement. Et parfois on aimerait les aider plus, mais parfois c'est une aide qui se confronte à il faut faire comme ça. Il faut faire comme si on veut leur indiquer des chemins, mais en fait ce ne sont pas forcément les leurs. Il faut aussi accepter cette temporalité et le fait qu'on n'est pas tout puissant. Et vous, de votre côté, quand vous rencontrez justement les personnes aidées par notamment le Père Pedro ici ou d'autres lors de vos voyages précédents, y a-t-il toujours ce regard un peu de j'aimerais les aider, je monte un projet pour les aider. D'ailleurs, parfois on a pu tous y participer de la métropole en vous aidant financièrement. Mais quel regard ont-ils? Est-ce que certains quand même se disent bon, moi ils sont bien gentils, ils nous aident, mais eux ils partent et nous on reste? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il y a 2 états d'esprit. Soit je n'aide personne, j'essaie de m'aider moi-même et je ne m'intéresse pas au monde, soit j'essaie d'agir pour les autres. Donc on ne peut pas faire... C'est un état d'esprit ou l'autre. Et moi je considère qu'on est tous de passage. Ouais. Et c'est la vie qui est un passage. Donc aider ponctuellement
un enfant dans tel pays et puis telle autre cause dans tel autre pays, c'est pas mal. C'est mieux que ne pas le faire. Ouais. Même si ça ne porte pas les fruits escomptés, même si c'est contre-productif, même si ça marche pas aussi bien qu'on voudrait, parce que c'est l'homme, c'est comme ça. Soit on n'agit pas. Soit on est cynique, soit on est porteur de cette espérance d'action. Il n'y a pas de moyen terme, je crois. Et nous, en tant que chrétiens, on est sommés d'agir. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est tout. Il n'y a pas un mot à rajouter. Et si, il rajoute un mot. Ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Point barre. Donc, si on se prétend chrétien baptisé, on n'a pas le choix. On ne peut pas avoir cette posture sur son rocher à juger le monde en disant que tout va mal, tout va mal. On n'a pas le droit. Ça, c'est le péché d'orgueil. Ou la déprime. Oui, mais là, ça relève de la médecine. Oui. Alors, autre question, parce que cette émission est quand même consacrée aussi à la lecture. Emportez-vous des livres lors de vos voyages et quels sont les auteurs plutôt que vous emportez ou que vous le relisez ou lisez volontiers? Alors, à Madagascar, j'avais pas beaucoup de temps parce qu'on travaillait énormément. Donc, je n'ai qu'un seul livre en permanence avec moi. Il est bleu, il est tout petit, il tient dans la poche, et ce sont les évangiles. Voilà. Oui. C'est un livre qui a été de tous mes voyages. Et tous les jours, je l'ouvre au hasard et je tombe sur une lecture. J'adore cet exercice qui, allez, 9 fois sur 10, colle exactement à l'état d'esprit ou à l'enseignement ou à l'expérience ou l'aventure qu'on a eue dans la journée. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, on a des livres au gré des rencontres et des hasards. Donc il n'y a pas de bibliothèque idéale dans notre charrette. Il y a eu des livres de circonstances. Voilà. Puis il y avait les livres pour les enfants aussi. Oui, oui. Voilà. Par rapport à l'écriture, parce que vous avez quand même écrit, soit en duo, si je puis dire, soit seul pour Marche Avant, notamment, je crois. Comment vous livrez-vous à cet exercice? Volontiers ou par contrainte ou par nécessité? Ou y a-t-il vraiment un plaisir à finalement à revivre aussi son voyage et à en faire profiter les autres? Alors ça relève ni du plaisir ni du devoir, mais de la nécessité consubstantielle. C'est-à-dire que si tous les soirs je ne pouvais pas coucher sur mon journal les impressions ou les enseignements du jour, j'aurais pas voulu marcher le lendemain. C'est que pour moi, écrire, c'est le moteur de la marche. Marcher pour découvrir, prendre des photos, ça ne suffit pas. Et c'est vraiment un carburant intellectuel. Que je promène un regard curieux, inquisiteur sur les choses, inquisiteur au nom de l'enquête, hein, et non pas au titre du jugement sur les choses. Et donc, je veux comprendre. C'est la curiosité qui m'anime. Donc, le soir, je dois écrire tous les soirs. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, je n'ai pas le temps de lire. Ouais. Une fois que j'ai fini d'écrire, je suis crevé et extinction des feux. Et déjà, tout le monde dort dans la tente. On était à 4, dans 4 mètres carrés pendant 4 ans. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut aussi objectiver. Notre vie était très fruste, très simple, très au sacrifice de tout, mais pas à celui de l'écriture. Écrire, pour moi, c'est le moteur de l'aventure. Donc il y a le film, il y a les photos, il y a la vie en famille, évidemment, le quotidien. Mais le soir, j'avais besoin d'écrire, c'était un besoin vital, oui. D'ailleurs, on retrouve cette nécessité dans les pages de On a roulé sur la Terre. Vous franchissez des cols, dans le froid, la neige, et vous insistez sur le fait que même la tente, une fois montée, vous attendez encore avant de dormir pour écrire ces quelques lignes qui vous permettront ensuite de constituer le voyage. Ça justifie. Ça justifie les souffrances, ça justifie les sacrifices, c'est le confident, c'est la justification, l'écriture. Aujourd'hui, je me suis battu contre des tempêtes, contre des cols, contre des cailloux, contre des ruisseaux, contre la pluie, contre la boue, etc. Ça n'a pas servi à rien puisque je l'écris, je le raconte. Oui, c'est ça. Et en vue de le partager un jour, puisque c'est mon métier. Voilà. C'est votre métier, mais c'est aussi, plus qu'un métier, c'est une raison d'être. Raison d'être, vie, voilà. Aujourd'hui, quels sont vos projets, si vous en avez? Se rendre utile. Se rendre utile. Le film qui passe sur nous cet après-midi s'appelle Madatrek se rend utile. Madatrek se rend utile. Ouais. Effectivement, quand on a marché à Madagascar, au fil des mois et au fil des détresses qu'on voyait au quotidien, notre ambition première était de les filmer, de les documenter et de les partager, dans l'espoir de susciter de l'aide, de l'entraide ou de la sympathie, de l'empathie depuis la France. Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'il fallait nous-mêmes avoir une action
financière sur ces détresses. Et donc, on a monté des projets de financement participatif, des collectes de fonds pour répondre à ces demandes précises de personnes qui avaient des projets et qui manquaient de moyens pour construire une école, une salle de classe, pour refaire un toit d'une école, pour creuser un puits, pour que les enfants puissent boire à l'école, pour faire des toilettes, etc. Donc, c'était des choses assez simples, des petits budgets à 2000 euros. Et on a commencé par les récolter. Depuis notre charrette, en faisant du crowdfunding, en faisant sur Internet. On avait Internet dans la charrette grâce aux clés 3G, grâce à nos panneaux solaires et notre ordinateur. C'est un truc incroyable, c'est le 21e siècle dans la charrette. Et à distance, on a pu susciter de la sympathie des Français qui sont merveilleux et généreux. Ça aussi, on ne le dit pas assez. On a tendance à se battre sa coulpe et à se morfondre en autocritique. Mais les Français, c'est le peuple le plus merveilleux que je connaisse sur Terre. J'adore les Français. Plus je voyage à l'étranger, plus j'aime la France et les Français. Les Français sont des gens cordiaux, sont des gens sincères, sont des gens droits, qui n'aiment pas qu'on leur mente, qui sont francs du collier et généreux, qui ont le cœur sur la main. Les Français sont incroyablement généreux. Vous ne pouvez pas imaginer l'énergie qu'on voit déployer par des retraités, par des Français qui ont tout plaqué en France pour se dévouer à un petit coin de brousse à Madagascar, qui ont construit des hôtels, qui essaient de maintenir à flot leur outil et qui essaient d'apporter du mieux-être à toutes les populations avoisinantes. Les Français sont merveilleux. Et je ne le vois pas fait par des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Non, à chaque fois, c'est des Français. Les Français, on est un peuple incroyable. Et ça, à l'étranger, on le voit, ça, on s'en rend compte. Tout ça pour dire que notre marche s'est rendue utile et qu'au fil des mois, au fil des années, puisque notre voyage a duré 4 ans, on a pu comme ça aider 30 projets et lever 300 000 euros qui ont été partagés entre ces projets qui ont été menés à bien. Donc pour nous, c'était merveilleux de se dire que notre voyage, qui ne faisait que passer et effleurer les réalités de ce pays et la vie de tous ces gens, eh bien, dans son sillage, dans la charrette, on laissait quand même des fruits qui allaient porter du fruit et germer et continuer à nous survivre. Alors, sur les 30 projets, on n'est pas dupe, il y en a sûrement qui vont capoter, et puis rien n'est éternel, mais certains vont durer et ont aidé un certain nombre un certain nombre d'enfants, d'humains, de femmes ou d'animaux, parce qu'on a aussi fait des projets pour aider des coins de brousse en souffrance et en détresse. Donc voilà, c'est pas fini, on reste lié à tous ces projets et on reste lié à ce pays pour la vie. Hein. Donc voilà, le fait qu'on ait marché plus en profondeur et qu'on était plus lié aux réalités de ce pays nous lie aussi plus longtemps. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans vos projets, vous invitez les autres à donner comme vous l'avez déjà fait, ne serait-ce que par vos kilomètres. Et je relis cette phrase que vous avez indiquée de Sénèque, et Sénèque, en disant qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, mais je retiens aussi celle-là de Sénèque, la force du sage, c'est le don. Et je pense que sans ce don-là, en fait, on ne va pas très loin et on ne grandit pas non plus, c'est ça. Les choses n'ont pas de sens. Hein. Ouais. Les choses n'ont plus de sens. La force du don, c'est la quintessence du sens. Ouais. C'est le premier sens de l'être humain. Garder pour soi, ça n'a pas de sens, sauf la reproduction de sa vie et de la permanence. Ouais. Évidemment, on ne peut donner que lorsqu'on a satisfait aux besoins naturels. Mais on a cette chance, nous, en Occident, la plupart d'entre nous. Donc, dès qu'on a atteint ce niveau, je dirais la moyenne, 10 sur 20, eh ben, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il faut le donner. Ouais. Et le partager, c'est évident. Alors c'est Saint-Martin, c'est la moitié de son manteau. Oui, c'est la moitié de son manteau. Et ça ne l'a pas empêché, il n'est pas mort de froid, Saint-Martin. Mais c'est ce que font tous les Français, ils donnent tous la moitié de leur manteau. N'oublions pas ça. Nous donnons tous la moitié de notre manteau. C'est en ça que les Français sont merveilleux. Les impôts, c'est la moitié de votre manteau. C'est 47, 48, 50% de ce que vous gagnez. C'est merveilleux. Alors on en a les fruits, nous, ici. À Madagascar, ils n'en ont pas le fruit. Les Malgaches ne sont pas généreux entre eux. C'est très dur d'être Malgache. Ils sont tous en mode survie, en mode indépendant. Ils n'ont pas ils passent pas la moyenne. Ils sont tous en dessous de la moyenne. Ils n'arrivent pas à passer au-dessus de 10. Donc le 11, ils n'arrivent pas à le donner. 12, 13, non. Il n'y a pas ces solidarités qu'on a pu voir en Afrique, à Madagascar. C'est un pays qui souffre et humainement, il souffre énormément, plus que matériellement.
finalement. Enfin, l'un va avec l'autre. Quant aux Français, effectivement, c'est dur en ce moment, c'est tendu. Mais c'est pas tant parce qu'ils ne veulent pas donner, c'est qu'ils ont de moins en moins de choses en retour. Ouais. Ils ont cotisé toute leur vie, ils n'ont pas les retraites. Ils payent toute leur vie, les paysans, et ils n'arrivent pas à vivre de leur travail parce qu'ils sont accablés d'impôts et de taxes et surtout qu'ils n'arrivent pas à vendre le produit de leur travail. Donc, c'est des dysfonctionnements de la société. Mais les Français n'ont pas changé. Donc là, on n'est plus dans l'espérance, on est dans le concret de la réalité, dans une réalité à la fois financière et gouvernée par des politiques. Ah non, non, on est dans l'espérance. On est totalement dans l'espérance. C'est qu'il y a des solutions techniques à tout ça. Évidemment que ça va aller mieux. On va trouver les solutions. C'est des équilibres. Il y a des rééquilibrages à faire. Et comme les hommes politiques sont sourds, les révoltes sont vitales, sont nécessaires, vitales. Et sont-ils sourds parce qu'il y a quelque part peut-être un manque de courage de voir la réalité en face et de prendre les décisions nécessaires, mais qui peuvent aussi affecter les plus puissants? Je dirais que non, les hommes politiques sont là provisoirement. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils n'ont pas toutes les clés. Ils ont été élus. Là encore, il y a deux catégories d'énarques. Il y a ceux qui sont hauts fonctionnaires et qui ont le pouvoir. Et il y a les bouffons, les hommes politiques, qu'on envoie gesticuler et blablater et qui savent qu'ils sont sur des sièges éjectables et qui n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est entre les mains des hauts fonctionnaires, des choses qui durent, des inconnus qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas été élus et qui gardent, qui sont les gardiens du temple, qui sont les gardiens du temple de la fonction publique et ceux-là sont très difficiles à toucher. Les hommes politiques, c'est des fusibles. Ils parlent, mais leurs paroles n'engagent qu'eux. C'est tous les mêmes. Ou ceux qui les écoutent. Voilà, exactement. Donc le hiatus, il vient de là. Et les Français en ont assez qu'on leur raconte des balivernes. C'est pour ça qu'ils demandent de la démocratie directe. Uniquement pour ça, pour avoir, eux, une incidence sur la matrice. Et la matrice, c'est l'administration. C'est ces hauts fonctionnaires qui dirigent et qui président aux directions. Les hommes politiques, de toute façon, les politiques ne peuvent plus rien faire. La France est endettée à 100%. On n'a pas de budget. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Il y a zéro marge de manœuvre. Un ministre, il pose la question à ses techniciens, est-ce que je peux faire ci? Et il se fait sermonner en permanence par ses techniciens qui lui disent, mais tu racontes n'importe quoi, tu as vendu des choses, tu as dit des choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, non, il n'y a plus d'homme politique, ça ne marche plus. C'est pour ça que les gens revendiquent la démocratie directe. Alors pour finir, j'avais deux questions. Vous êtes sur le point donc de commencer la rédaction d'un nouvel ouvrage. Et en venant ici, je commençais ce livre sans aucun rapport au départ avec notre discussion, mais Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, vous l'avez peut-être déjà lu? Oui. Vous savez quelle est la première phrase de ce livre? Ah, j'ai oublié. C'est une magnifique blague. Premier chapitre, Départ, intitulé Départ. Je hais les voyages et les explorateurs. Évidemment. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions, mais que de temps pour m'y résoudre. Il dit, l'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe, elle en est seulement une servitude. Elle pèse, l'aventure, sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin. Tout est comme ça. Et il finit par dire, qu'entendons-nous dans ces conférences d'explorateurs et que lisons-nous dans leurs livres? Le détail des caisses emportées, les méfaits du petit chien du bord, et, mêlés aux anecdotes, des bribes d'informations délavées traînant depuis un demi-siècle dans tous les manuels, et qu'une dose d'impudence peu commune, mais en juste rapport avec la naïveté et l'ignorance des consommateurs, ne craint pas de présenter comme un témoignage. Que dis-je? Une découverte originale. Sans doute, il y a des exceptions, et chaque époque a connu des voyageurs honnêtes. Parmi ceux qui se partagent aujourd'hui les faveurs du public, j'en suis très volontiers un ou deux. Mon but n'est pas de dénoncer les mystifications ou de décerner des diplômes, mais plutôt de comprendre un phénomène moral et social très particulier à la France et d'apparition récente, même chez nous. Il écrivait ça dans les années, il me semble, 50. Comment ces propos résonnent-ils en vous qui êtes sur le point de commencer un nouvel ouvrage, ayant vécu 4 ans à Madagascar? Qu'est-ce que vous voulez apporter finalement par votre ouvrage? Quelle espérance ou quel projet voulez-vous soutenir? Mais c'est pour ça que je suis paralysé, que j'arrive pas à m'y mettre. Quelle prétention vais-je avoir? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Tout ce que je vais raconter, est-ce que c'est pas des contingences complètement insignifiantes qui n'intéressent personne? Effectivement, j'ai pas du tout envie de tomber dans ces écueils. Et en même temps, qui suis-je pour pouvoir écrire ce que j'imaginerais des vérités ethnographiques
sur ce peuple qui est toujours mystérieux et on peut pas, qui est toujours insondable. Donc voilà, je suis vraiment tiraillé et tenaillé par cette problématique actuellement. Et je crois que je vais m'y mettre un jour où j'aurai un accès de modestie et je me dirai, eh ben c'est pas grave. N'ayant aucune vanité sur ce que je vais écrire, je vais raconter ce quotidien au jour le jour et essayer d'en tirer une petite substantifique moelle qui pourrait être éclairante pour les lecteurs et qui les divertira, qui les distraira ou qui leur donnera des éléments de réponse sur des questions qui se posent aussi. Les amoureux de Madagascar, ceux qui n'ont pas compris des choses qui leur étaient arrivées. Le fait d'y avoir vécu 4 ans, en lenteur, en profondeur, au contact permanent de toutes ces réalités et de ces gens, nous permet d'éviter l'écueil du voyageur pressé et des a priori ou des préjugés, nous permet de les éviter dans une partie simplement. Hein. Mais l'écriture et le temps va nous permettre de faire ce tri, et passer au crible toutes ces choses. Et puis on racontera le quotidien de la vie en famille et tous les choix de vie qu'on a pu faire. Donc voilà, c'est compliqué. Le bonheur de voir vos enfants grandir pendant 4 ans, plutôt que 18 mois comme initialement prévu, mais de vraiment vivre avec eux, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de parents en France, de voir leurs enfants grandir. Ça, évidemment. Mais pour les gens qui l'auront laissé passer, ça sera trop tard. Mais pour les gens qui seront à même de faire un choix, peut-être que ce sera éclairant. De se dire, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire une pause, pas forcément d'aller à l'autre bout du monde, mais de me consacrer à mes enfants. Donc peut-être nos aventures sont pas faites pour dire au lecteur, faites comme nous, mais elles sont faites pour dire au lecteur, réalisez-vous, accomplissez-vous, faites dans la vie les bons choix pour être heureux et vous épanouir. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, le contenu ethnographique malgache va être compliqué parce qu'il faudra vraiment ne pas juger ce que l'on voit, le décrire et donner des clés pour essayer de mieux le comprendre. Mais je comprends, je me souvenais pas, mais évidemment que je connaissais le début de son livre. Joël et les voyages et les explorateurs. C'est ce qui m'avait fait écrire au début de La marche dans le ciel. J'ai toujours eu horreur de la marche. Et je m'apprêtais à raconter un récit de 5000 km à pied dans l'Himalaya. Et ce n'était pas une formule, c'était vrai. J'ai toujours eu horreur de la marche parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Et quand Lévi-Strauss dit « j'ai toujours eu horreur des voyages et des explorateurs », c'est une formule aussi parce qu'il n'a fait que ça. Il n'a pas fait que ça toute sa vie, mais quand il allait étudier, les bonobos, voilà, il restait sédentaire et il étudiait les choses. Et il essayait de disparaître et de n'être qu'un œil et de ne pas interagir sur le phénomène observé. Nous, on a une démarche un peu radicalement opposée qui est au contraire l'observation participante. On est dedans, on interagit et on stimule, on tisonne. On essaie de tirer du vivant et du réel un maximum de réactions et qu'on raconte ensuite, sachant qu'on a une influence sur le monde. C'est évident. Toute démarche et toute observation est subjective. Elle est parce qu'il faut un regard. On n'est pas un ectoplasme. Non. Voilà. Donc c'est une démarche différente et qui se justifie, je crois. Hein. Africa Trek, immense marche transversale, 14 000 km, 11 pays. Qu'est-ce qu'on peut bien en retirer ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter ? Mais il se trouve qu'au final, on a un récit de 1000 pages qui a trouvé son lectorat, qui a passionné les gens, qui a stimulé énormément de jeunes à aller en Afrique, qui a stimulé énormément de gens à ne pas aller en Afrique et à être ravis de l'avoir lu et découverte via nos livres. Donc voilà, les choses, rien n'est inutile. Dernière question. Celle-là, elle est tirée de « On a roulé sur la terre ». Vous écrivez « Cette rencontre avec le père Loïc Maigret, que se passe-t-il en France quand un préfet se montre un peu énergique avec un imam de banlieue ?» interroge le père Maigret. Il nous raconte son enfance bretonne, ses missions en Afrique. Il nous dit son amour du Tchad, où il a vécu des dizaines d'années, la beauté des lieux, la gentillesse des habitants. Il revit ses nuits dans le désert qu'il avait l'habitude de parcourir à vélo à la recherche des nomades. La route file plein sud vers le Sénégal. Nous avons quitté le père Maigret en lui promettant de revenir le voir un jour. L'avez-vous revu ? Et non. Je me suis toujours posé cette question. Non, je ne suis jamais retourné en Mauritanie. Il y a plein de choses comme ça. Plein de bouteilles jetées à la mer, plein de rencontres qui n'étaient pas destinées à être reproduites. C'est ça, la vie. Et par contre, il est toujours là-bas, vous savez, non ? Non, je crois qu'il est mort. Ah, oui. D'accord, ok.
On se verra au ciel. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview, le temps que vous m'avez consacré et la simplicité à la fois de cette rencontre et de nos échanges. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs, la façon dont ils pourraient, je sais pas, vous aider ou... Nous aimons la Bretagne. Nous y avons jeté notre dévolu. Nous passons le maximum de temps possible à Carantec. Voilà. Et voilà, moi qui suis normand, c'est une grande victoire des Bretons. Merci beaucoup, Canavo.